Ceci est le Ghana, une petite nation africaine qui a déjà lutté contre un taux de pauvreté stupéfiant de 53%. Mais d'une manière ou d'une autre, ils ont écrasé la pauvreté, à tel point qu'elle n'était réduite qu'à 7,9% à la fin de 2019. Le Ghana se portait si bien que la Banque mondiale a même décrit le Ghana comme l'étoile brillante de l'Afrique. Mais les choses ont très vite changé. L'étoile brillante de l'Afrique a été maudite par deux choses. Deux menaces, son propre gouvernement et la Chine. La Chine n'a pas seulement dévasté l'économie, mais elle a également ciblé les lignes de vie du peuple ghanéen, tout cela pour ses propres gains égoïstes. Regardez simplement ce clip de Nane Kwame Bediako, leader d'un parti politique au Ghana, qui critique la Chine. Ce ne sont pas les citoyens de notre pays qui l'ont détruit. Nous avons laissé entrer les Chinois et les millions de Chinois dans notre pays et ils exploitent des mines 24 heures sur 7. Maintenant, toutes nos eaux sont empoisonnées. Économiquement, le Ghana est dans une situation si pathétique que la dette publique du pays a atteint un niveau dangereux de 92,7% du produit intérieur brut à la fin de 2022. C'est beaucoup trop élevé pour un pays en développement aux prises avec une sous-performance économique. Le taux de pauvreté est à nouveau en hausse, et il devrait grimper à 34% d'ici 2025. Et le Ghana dépense un stupéfiant 33% de ses revenus annuels uniquement pour payer les intérêts de sa dette. Inutile de dire que le chaos a de nouveau pris le dessus sur le pays. Alors, comprenons, comment la Chine est-elle entrée au Ghana ? Comment ont-ils détruit l'étoile brillante de l'Afrique ? Et surtout, qu'est-ce que la Chine a gagné de tout cela ? Pour comprendre ce que la Chine fait au Ghana en ce moment, nous devons d'abord comprendre un peu l'histoire du Ghana. Comme de nombreux pays africains, le Ghana est devenu indépendant de la domination coloniale en 1957. Mais les années qui ont suivi ont été marquées par des guerres civiles et un chaos politique. Ce n'est que dans les années 90 que le Ghana a finalement trouvé la stabilité avec une démocratie. Parmi les 54 nations africaines, le Ghana s'est démarqué en trouvant une voie vers le développement, en misant sur la croissance nationale. En 1991, le taux de pauvreté au Ghana était à un stupéfiant 53%. Mais grâce à une croissance et un développement continu, il est passé à 21% en 2012, 15,9% en 2016 et un impressionnant 7,9% à la fin de 2019. Il était resté dans les chiffres uniques, jusqu'à ce que la pandémie frappe en mars 2020. Alors, comment ont-ils atteint ces chiffres miraculeux ? Le gouvernement ghanéen a mis l'accent sur l'agriculture, sachant que la majorité des Ghanéens en dépendaient pour vivre. En offrant aux agriculteurs de meilleures semences, des engrais et un accès au marché à des tarifs subventionnés, ils ont amélioré la productivité, les revenus et les conditions de vie. En plus de cela, la stabilité politique a permis aux entreprises de prospérer. L'accent mis par le gouvernement sur la privatisation, la réduction de l'intervention étatique et les réformes économiques préconisées par le Fonds monétaire international a très bien fonctionné pour le Ghana. L'éducation est devenue un moteur clé du progrès, avec une éducation de base et un lycée gratuit, transformant les opportunités pour les enfants de familles à faible revenu. Les réformes de la santé, comme l'introduction du régime d'assurance maladie nationale en 2003, ont soutenu la population en rendant les soins médicaux abordables et accessibles. Le programme d'accessibilité et d'abordabilité du Ghana a amélioré l'accès aux médicaments essentiels pour atteindre les patients dans les zones reculées. Complétant ces efforts, le programme de renforcement des moyens de subsistance contre la pauvreté a fourni des transferts d'argent aux ménages les plus pauvres, offrant un filet de sécurité vital. Ainsi, ces facteurs ont été essentiels pour renforcer l'économie ghanéenne. Elle se portait si bien que la Banque mondiale a même décrit le Ghana comme l'étoile brillante de l'Afrique. En 2019, le Ghana avait l'économie à la croissance la plus rapide au monde. Mais en seulement quelques années, les choses ont commencé à se dégrader. Le Ghana fait face à la pire crise économique de son histoire. La dette publique du Ghana a bondi de 63% de son produit intérieur brut en 2019 à un énorme 92,7% en 2022. Les taux de pauvreté ont grimpé de 20,5% à 34%, forçant plus de 4 millions de personnes qui n'étaient pas pauvres, avant la maladie du coronavirus à tomber dans la pauvreté. De plus, les pertes de revenus se sont élevées à 330 millions de dollars. Le pays, jadis appelé l'étoile brillante, a perdu de son éclat. Si vous demandez comment un pays peut conquérir un autre pays sans tirer une seule balle, que diriez-vous ? Les sages disent qu'il y a deux moyens de conquérir et d'asservir une nation, par l'épée ou par la dette. Lequel de ces éléments a détruit le Ghana ? Commençons par les bases. La chute du Ghana se résume à deux principales raisons. La mauvaise gestion du gouvernement et l'exploitation par la Chine du paysage politique du Ghana pour l'endetter sont les principales causes. Comment cela s'est-il passé ?
La Chine, plus grand créancier mondial, détient environ 3,22 trillions de dollars en réserves étrangères. Elle a obtenu cet argent principalement grâce aux exportations, étant le plus grand exportateur mondial depuis 2009 avec un excédent commercial constant. Cette puissance financière lui a permis de lancer l'initiative de la ceinture et de la route, Belt and Road Initiative, en 2013. L'initiative de la ceinture et de la route visait à cibler les pays pauvres, non démocratiques, politiquement corrompus et souvent négligés par les nations développées et les institutions de prêt internationales. Mais pourquoi ? En fait, c'était pour une raison assez simple. Les pays avec une gouvernance corrompue et une mauvaise gestion financière peinent souvent à obtenir des prêts d'institutions comme la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Avec des options de crédit limitées, ils sont devenus une proie facile pour la diplomatie de la dette chinoise. Mais pour le Ghana, ce n'était pas le véritable problème. La gouvernance du Ghana surpassait celle de nombreux autres pays africains. Son taux de pauvreté baissait régulièrement, et des institutions comme le Fonds monétaire international et la Banque mondiale étaient disposées à prêter au Ghana sans hésiter. Alors, comment le Ghana s'est-il retrouvé piégé dans la diplomatie de la dette chinoise ? La réponse réside dans les stratégies précédentes du Ghana pour lutter contre l'inflation et la pauvreté. Du moins, ce qui ressemblait à des mesures sur le papier. L'économie du Ghana était en difficulté principalement à cause de ses politiciens dépensiers, le système politique n'étant pas orienté vers le service et l'élévation du peuple ghanéen. Au lieu de cela, les objectifs primordiaux des politiciens ont été de gagner les élections, de rester au pouvoir et de s'enrichir eux-mêmes et leurs copains, peu importe le coût financier pour l'État. Ainsi, la plupart des politiciens en fonction voient le cycle électoral de 4 ans comme une période pour s'assurer de gagner la prochaine élection ou d'accumuler assez de richesses pour partir, au cas où ils échoueraient. Par exemple, pour remporter l'élection de décembre 2016 face au président sortant John Mahama, Nana Akufo-Addo avait fait plusieurs promesses. Une éducation secondaire gratuite avec internat, le rétablissement des allocations pour infirmières et enseignants, l'abolition de taxes introduites par Mahama, et une usine dans chacun des 260 et un district du pays. Bien que cela semble assez bien, en réalité c'était une erreur. Pourquoi ? Parce que ces promesses étaient irréalistes et financièrement insoutenables, surtout que le Ghana était déjà sous un plan d'austérité du Fonds monétaire international, lié à un plan de sauvetage de 918 millions en 2015. L'exécution des promesses électorales d'Akufo-Addo a fortement pesé sur les finances du Ghana. Le gouvernement a emprunté massivement auprès de partenaires internationaux et nationaux pour financer ses programmes, rembourser des dettes importantes à des producteurs d'énergie indépendants et compenser les pertes de revenus liées à la réduction ou suppression de 18 taxes et prélèvements. Étonnamment, ça a fonctionné. L'éducation gratuite, les subventions pour le carburant et l'électricité, les pensions et les projets d'infrastructure ont réduit l'inflation et amélioré les conditions de vie. Le Ghana n'était pas le seul. De nombreux gouvernements mondiaux ont utilisé des tactiques similaires pour stabiliser l'inflation et aider leur population. Au départ, cette approche a très bien réussi au Ghana. Les taux de pauvreté ont nettement baissé, et le pays a été loué pour sa gestion économique. Cependant, avec le temps, les dépenses du Ghana ont dépassé ses revenus, causant d'importants déficits budgétaires. Le gouvernement a donc dû emprunter davantage auprès d'autres pays. Cependant, le Ghana ne pouvait plus emprunter au Fonds monétaire international jusqu'à ce qu'il rembourse ses dettes en cours. Alors que la dette du Ghana augmentait, la Chine est intervenue avec des prêts via son initiative La Ceinture et la Route. Cependant, si nous regardons comment la Chine est entrée pour la première fois au Ghana, la relation entre les deux pays remonte en fait à plus de 40 ans. En 1985, la Chine a aidé le Ghana à construire le théâtre national, avec une aide sans intérêt, un geste intelligent pour renforcer leurs relations. Même à cette époque, la Chine voyait le Ghana comme un acteur clé en raison de ses riches ressources naturelles et de sa situation stratégique. Cette première connexion a permis à la Chine de devenir l'un des plus grands investisseurs du Ghana durant les 2 dernières décennies. Le barrage hydroélectrique de Bui au Ghana est un exemple parfait. L'idée de ce barrage remonte à 1925, lorsque le géologue britannico-australien Albert Ernest Kitson l'a proposé pour la première fois. Dans les années 1960, la planification a débuté avec l'appui de la Banque mondiale et de l'Australie. Mais en 1992, les plans se sont effondrés. La même année, Kwane Bellier, devenu Tractable Engineering, a réalisé une étude de faisabilité, relançant le projet. En 1997, même l'université d'Aberdeen s'est impliquée, menant des enquêtes écologiques. Et en 1999, Halliburton et Brown & Root ont reçu le feu vert de l'autorité du fleuve Volta pour construire le barrage. Mais ensuite,
En 2005, l'entreprise chinoise Sinohydro est arrivée avec une offre que le Ghana ne pouvait pas refuser, soutenue par un sérieux financement de la Banque d'exportation et d'importation de Chine. Ce projet a été financé par un prêt concessionnel de 270 millions de dollars et un prêt commercial de 292 millions de dollars, avec seulement 60 millions apportés par le gouvernement du Ghana. Les deux prêts ont été accordés par la Banque d'exportation et d'importation de Chine, avec un délai de grâce de 5 ans et 20 ans. Cela signifie essentiellement que le Ghana n'aurait pas besoin de commencer à rembourser les prêts pendant 5 ans, lui donnant ainsi une certaine marge de manœuvre. Le remboursement serait ensuite étalé sur 20 ans pour le faciliter. Et voici le plus amusant. Le Ghana a remboursé une partie de ce prêt en fèves de cacao. Vous avez bien entendu, des fèves de cacao. Le barrage produit environ 400 MW d'énergie et permet l'irrigation de près de 30 000 hectares de terre. Puis un autre tournant dans l'histoire du Ghana est survenu avec la découverte d'or. En 2007, du pétrole a été découvert au Ghana, apportant de l'espoir et faisant du pays un producteur de pétrole en Afrique subsaharienne. Le pétrole offrait une opportunité, mais nécessitait plus d'investissements pour l'exploration et les infrastructures gazières. Alors, en 2010, le Ghana s'est tourné vers la Banque de développement de Chine pour un prêt de 3 milliards pour financer des projets gaziers cruciaux. Quel revirement de situation! Ils ont découvert du pétrole, obtenu des financements, et tout semble parfait désormais. Mais comme d'habitude, le rêve a échoué. 6 ans après, le prêt était en grande difficulté. Les projets ont pris du retard, et la mauvaise gestion a transformé l'accord en cauchemar bureaucratique. En conséquence, le Ghana a fini par annuler la moitié du prêt. Le port en eau profonde de Tema était un autre grand projet ghanéen financé par la Chine. Les banques chinoises ont investi 231 millions de dollars dans la construction, renforçant leur emprise sur l'infrastructure du Ghana. Bien que l'expansion ait permis au port de gérer des navires porte-conteneurs plus grands et ait également attiré un trafic maritime accru, elle a également augmenté la dépendance auprès des banques chinoises et a augmenté les obligations de dette externe du Ghana. En apparence, investir dans la croissance d'un autre pays ne pose pas de problème. En réalité, ces projets consolident fréquemment les liens commerciaux et économiques entre les pays, mais c'est là que ça se complique. En seulement 2 décennies, le Ghana a emprunté près de 5 milliards de dollars à 40 et une différente facilité de prêts chinoises. C'est beaucoup d'argent pour un pays comme le Ghana, et cela est venu avec beaucoup de conditions. En 2022, le Ghana devait 1,9 milliard de dollars à la Chine, dont 619 millions en prêts garantis, ce qui est devenu un gros casse-tête pour le pays. Un prêt garanti est essentiellement lorsqu'un pays emprunte de l'argent et met quelque chose de précieux en garantie. C'est similaire à un prêt sur gage. Si le pays ne peut pas rembourser, le prêteur garde l'actif mis en garantie. Après sa guerre civile, l'Angola avait besoin de fonds pour sa reconstruction. Ils se sont donc tournés vers la Chine pour obtenir des prêts. Au lieu d'emprunter de l'argent, l'Angola a promis de le rembourser avec son pétrole. Mais il s'est avéré que le Ghana n'a pas autant de réserves de pétrole, donc faire du commerce de pétrole comme l'Angola n'est pas vraiment une option. Et évidemment, ils ne peuvent pas simplement continuer à rembourser des prêts en fèves de cacao. Mais le Ghana possède un atout encore plus précieux, un facteur de changement depuis des siècles, ses métaux et minéraux. En fait, le Ghana était autrefois connu comme la terre d'or par les commerçants, et même aujourd'hui ce nom reste vrai. Le Ghana est assis sur d'énormes réserves d'or, de diamants et d'hydrocarbures, plus un incroyable 900 millions de tonnes de bauxite, d'une valeur d'environ 45 à 50 milliards. Et bien qu'ils ne puissent pas payer la dette directement en fèves de cacao, ces exportations de cacao valent beaucoup d'argent. Le Ghana est le 2e plus grand producteur de cacao au monde, représentant 20% du marché mondial du cacao. L'activité rapporte environ 2 milliards en devises étrangères par an au Ghana, ce qui représente environ 30% des revenus en devises du pays. En 2019, la Chine a financé 2 milliards de dollars d'infrastructures au Ghana, en échange de l'accès à 5% de ses réserves de bauxite, y voyant une opportunité. Et franchement, à quoi pensait le gouvernement ghanéen lorsqu'il a conclu cet accord? Tout le monde sait que la bauxite est l'une des ressources les plus précieuses aujourd'hui, car c'est l'ingrédient clé de l'aluminium, qui alimente les industries technologiques et automobiles. Peut-être ont-ils supposé qu'ils pourraient rembourser le prêt en quelques années tout en maintenant leurs réserves. Cependant, ils semblent avoir sous-estimé un facteur critique, négocier avec la Chine, maître en la matière. En vérité, ces pays ont peu d'options et doivent souvent s'endetter auprès de la Chine, sacrifiant parfois des actifs nationaux importants. Le Ghana n'est pas le seul pays dont les actifs nationaux risquent d'être saisis par la Chine. Par le passé, il y a eu plusieurs exemples similaires, comme la célèbre histoire du port de Hambantota. C'est un exemple classique de la façon dont la Chine joue le jeu à long terme. Si vous n'en avez pas entendu parler,
Voici une brève explication. La Chine a d'abord influencé l'ancien président très corrompu du Sri Lanka, Mahendra Rajapaksa, le convainquant de construire un port massif dans sa ville natale de Hambantota, une ville côtière complètement sous-développée, avec peu ou pas de trafic maritime stratégique. Malgré le manque de demande, Rajapaksa a emprunté 1,9 milliard à la Chine pour construire le port. Comme prévu, le port de Hambantota n'a pas généré de revenus suffisants, empêchant le Sri Lanka de rembourser ses dettes. La Chine intervient et prend le contrôle du port pour les 99 prochaines années. Oui, vous avez bien entendu. Pas 10, pas 20, mais 99 ans. Et ce n'était pas seulement à propos d'un projet raté. Cela a donné à la Chine un point d'appui crucial dans l'océan Indien. Aujourd'hui, la Chine joue le même jeu avec le Ghana. Même stratégie, juste une scène différente. Pendant des années, le gouvernement et les politiciens du Ghana ont essayé de cacher la vérité sur leurs accords de dette chinoise. Ils ont attribué leurs problèmes économiques à la pandémie et à la guerre russo-ukrainienne. Alors que la pandémie et la guerre ont effectivement nui aux entreprises et à l'économie du Ghana, en réalité ce n'était pas le plus grand méchant ici. Selon les rapports, le gouvernement ghanéen aurait mis en gage au moins 8 actifs nationaux en garantie à la Chine dans ses accords de dette, ce qui pourrait vous choquer. Des actifs stratégiques tels que le port de Tema, la Ghana Broadcasting Corporation, l'aéroport international de Kotaka, Kotoka International Airport, et même la Electricity Company of Ghana, sont menacés, au-delà de simples petites propriétés. Imaginez un instant si le réseau télécom, l'électricité des foyers et des infrastructures vitales comme les aéroports et ports de votre pays étaient contrôlés par une autre nation. Et cela par un pays qui a l'habitude d'endetter les pays. N'est-ce pas horrifiant? Imaginez les habitants se promenant dans leur aéroport ou près de leur port, accueillis par des barrières chinoises à chaque pas. C'est une pensée glaçante, car il ne s'agit pas seulement d'infrastructures, il s'agit de souveraineté. Quand des pays étrangers contrôlent des actifs critiques, ils ont le pouvoir d'influencer les économies locales, les décisions politiques et le quotidien. Voilà ce qui se déroule actuellement au Ghana. Notez que ce ne sont pas de simples événements fortuits. Cela fait tous partie du plan soigneusement élaboré par la Chine pour piéger des pays comme le Ghana dans un cycle de dette sans fin. Pour les connaisseurs du jeu de la Chine, c'était évident depuis le début. Le développement n'a jamais été la priorité. La Chine est présente en Afrique pour 2 raisons majeures. Premièrement, les métaux et minéraux. Et deuxièmement, le contrôle géopolitique. Les métaux et minéraux sont devenus l'atout majeur pour faire progresser la technologie ces dernières années. Build Your Dreams, une entreprise automobile chinoise, a dépassé Tesla en production de voitures électriques l'an dernier, selon les données du marché mondial. Cela s'explique par le fait que la Chine domine le marché mondial des batteries au lithium, des panneaux solaires et contrôle 57,6% du marché de l'acier. Ils dominent aussi la production de pièces automobiles et de réparation, et contrôlent fortement les terres rares, le graphite, le tungstène et le germanium, minéraux clés pour produire des puces avancées. La politique de prêt sur gage de la Chine est l'une des principales raisons pour lesquelles le pays a conquis de nombreuses industries critiques. Cette politique permet à la Chine de sécuriser les ressources minérales d'autres pays à long terme. La Chine s'intéresse aux nations africaines principalement pour leurs ressources abondantes, telles que le cuivre, le cobalt, le lithium et la bauxite. Ces pays peuvent être sous-développés, mais ils possèdent certaines des plus grandes et précieuses réserves minérales mondiales. En sécurisant l'accès aux ressources via des prêts, la Chine obtient les matériaux nécessaires et renforce son emprise sur les chaînes d'approvisionnement mondiales, se positionnant comme une superpuissance technologique et manufacturière. Le Ghana tombant dans le piège de la dette chinoise n'est donc pas une simple coïncidence. La Chine a toujours été consciente des richesses minérales de l'Afrique de l'Ouest. Entre 1995 et 2020, la Chine a investi près de 87 milliards de dollars dans la région, offrant des prêts pour développer des capacités énergétiques et minières critiques. Cette aide a diversifié les chaînes d'approvisionnement de la Chine pour soutenir son vaste secteur manufacturier national. L'investissement direct étranger chinois en Afrique de l'Ouest cible principalement les pays riches en ressources pour le développement des infrastructures. En 2020, le Ghana et le Nigeria ont reçu 11% de l'investissement direct étranger chinois dans la région, tandis que la Sierra Leone, le Sénégal, le Togo, la Gambie, le Libéria, le Bénin, le Burkina Faso et le Cap-Vert n'ont représenté que 5,6% au total. Grâce à cette diplomatie de la dette, la Chine sécurise l'accès à des ressources critiques et obtient un soutien politique dans les organisations internationales. Le plus grand inconvénient des prêts chinois est le taux d'intérêt. Alors que les banques chinoises
offre des prêts à un taux d'intérêt minimum de 2 à 3%. Il est important de noter que des institutions comme le Fonds monétaire international ou la Banque mondiale pourraient fournir des prêts similaires à 1%, ou même moins, rendant les offres de la Chine moins favorables en comparaison. Dans certains cas, le taux d'intérêt peut dépasser celui des institutions financières internationales. Prenons l'exemple de l'aéroport international de Pokhara au Népal. Le gouvernement népalais a emprunté 215 millions de dollars à la Chine, avec un taux d'intérêt initial de 2,75%. Cependant, certains rapports suggèrent que le Népal rembourse en réalité ce prêt à un taux d'intérêt de 5%, ce qui est nettement supérieur à celui initialement convenu. Selon certains médias internationaux, comme nous l'avons vu dans l'introduction, le Ghana consacre une somme stupéfiante de 33% de ses revenus annuels, uniquement pour le remboursement des intérêts. Donc, si un pays dépense un tiers de ses revenus juste pour payer les remboursements d'intérêts, il ne reste très peu pour autre chose, surtout pour le bien-être de ses citoyens. Lorsqu'un gouvernement est accablé par des coûts scandaleux de services de la dette aussi élevés, cela signifie qu'il y a moins d'argent pour des services essentiels comme les soins de santé, l'éducation, l'infrastructure publique, ce qui affecte directement la qualité de vie de la population. Pour aggraver les choses, le taux d'inflation du Ghana a grimpé à un énorme 54%, et la monnaie s'est dépréciée de près de 150% par rapport au dollar des États-Unis depuis 2020. Tout cela frappe durement les gens au Ghana. Tout, des courses à l'essence, devient de plus en plus cher. Les entreprises subissent également la pression, certaines ferment, provoquant des pertes d'emplois et un chaos économique général. Mais ça ne s'arrête pas là. Alors que le Ghana lutte pour se sortir de la dette, les entreprises chinoises exploitent tranquillement les ressources du pays, souvent par le biais d'opérations minières illégales. Au cours des 2 dernières décennies, le nombre de mineurs d'or chinois illégaux au Ghana a explosé. Entre 2008 et 2016 seulement, plus de 50 000 citoyens chinois ont déménagé au Ghana, prenant le contrôle de concessions minières à petite échelle et aggravant la pression environnementale et économique sur le pays. Et ce ne sont plus seulement de petites opérations. De grandes entreprises chinoises interviennent pour prendre encore plus de contrôle. Selon un rapport récent, le groupe minier Zijin de Chine est sur le point d'acquérir Gannan Goldfields dans une transaction d'1 milliard. Le réel problème réside dans la non-divulgation et le secret entourant les prêts chinois. Beaucoup de gouvernements africains, surtout ceux qui manquent de liquidités, empruntent de l'argent sans en comprendre pleinement les conséquences. Les prêteurs chinois sont aux commandes, ce qui aggrave les problèmes pour ces pays pauvres. En effet, ces accords de prêt sont souvent très complexes. Et ces contrats peuvent comporter des clauses cachées comme la confidentialité et la clause No Paris Club, qui rendent presque impossible la renégociation ou la restructuration de la dette. Pour ceux qui n'ont jamais entendu parler du Club de Paris, c'est essentiellement un groupe de 20 créanciers, des pays comme les États-Unis, le Japon et l'Australie. Ils se sont réunis pour aider les pays confrontés à des problèmes majeurs de remboursement de dettes. Le Club de Paris aide les pays incapables de rembourser leurs dettes en offrant de nouveaux prêts à taux d'intérêt réduits ou en prolongeant les délais de remboursement. C'est un moyen pour les pays en difficulté financière d'obtenir un répit afin d'éviter un effondrement total. Lorsque les prêts chinois ne comportent pas de clause du Club de Paris, les pays sont exclus de ce soutien. Ne pouvant se rendre au Club de Paris pour restructurer ou négocier leurs dettes, ils se retrouvent dans une situation bien plus difficile. C'est pourquoi ces clauses cachées dans les contrats chinois sont si risquées. Ils piègent les pays sans aucune option de soulagement, peut-être intentionnellement, pour les mettre sous pression plus tard. Tout cela est mis en place pour protéger les intérêts des créanciers, ce qui signifie que la Chine est payée quoi qu'il arrive, tandis que les pays emprunteurs comme le Ghana se retrouvent avec la facture sans véritable issue. C'est un problème colossal en raison du manque de transparence, de discussion publique et de véritables marges de manœuvre pour ces pays. C'est un cycle qui les maintient piégés dans la dette, la saisie des actifs nationaux ou des ressources naturelles et la réalisation de profits n'est qu'une partie de l'histoire. L'autre raison principale derrière cela est la géopolitique. En verrouillant les ressources, en particulier en Afrique, la Chine peut contrebalancer les puissances occidentales comme les États-Unis et l'Europe. La position du Ghana est comme une mine d'or pour la Chine. Parce qu'il est juste à côté de l'océan Atlantique. C'est une chose énorme quand on pense aux routes maritimes et aux ports, des éléments clés pour le commerce mondial. Imaginez juste que la Chine veut mettre la main sur les minéraux de l'Afrique de l'Ouest, comme l'or, la bauxite ou le cacao. Les côtes du Ghana offrent à la Chine un accès aisé pour transporter ses marchandises par voie maritime.
C'est comme avoir un quai d'expédition très pratique près de la mer pour envoyer des marchandises dans le monde, en particulier vers la Chine continentale. Et si les choses s'envenimaient jamais entre la Chine et les États-Unis ou l'Union européenne, avoir de l'influence sur le Ghana et ses ports donne à la Chine un avantage militaire et logistique clé dans la région. En bref, la diplomatie de la dette chinoise lui a donné un énorme avantage en matière de gouvernance mondiale, permettant à la Chine de faire à peu près ce qu'elle veut. En piégeant les pays dans une dette massive et en nantissant leurs actifs, la Chine gagne de l'influence et du contrôle sur ces nations, les rendant réticentes à défier ou à critiquer la Chine sur des questions mondiales majeures. Par exemple, lorsque la question des musulmans ouïghours a été soulevée aux Nations Unies, la plupart des pays, y compris de nombreux pays à majorité musulmane qui culturellement et religieusement auraient dû avoir plus d'empathie pour les Ouïghours, sont restés silencieux. Parce qu'ils ne veulent pas contrarier la Chine, ou risquer de perdre ses investissements et son soutien. Ils ont évité le sujet, affirmant qu'il s'agissait d'une affaire interne à la Chine, montrant comment l'influence financière de la Chine peut faire taire même les pays qui ont des liens naturels avec ces problèmes. Le Ghana et d'autres pays endettés envers la Chine sont conscients de la situation. Le plan de la Chine est maintenant connu de tous. De gros prêts, de belles promesses, puis soudainement ils prennent le contrôle. Alors, la question est, pourquoi ces pays continuent-ils d'aller en Chine pour de l'argent ? La réponse est simple. La Chine ne pose pas de questions et n'est pas trop curieuse sur la façon dont vous dépenserez l'argent ou si votre gouvernement a de mauvaises intentions. Pas de conférences, pas de conditions sur les réformes, pas de discours sur la mise en ordre de votre maison, juste un gros chèque, sans conditions. Au moins en surface. Le Ghana a sollicité des prêts auprès du Fonds monétaire international à 17 reprises. Mais obtenir de l'argent du Fonds monétaire international n'est pas aussi facile que cela en a l'air. Ils posent toujours de nombreuses questions avant de donner l'argent. Par exemple, ils veulent connaître tous les détails sur les projets où l'argent sera utilisé. Ils s'assurent que ce n'est pas seulement pour un projet favori que le gouvernement souhaite s'approprier. Le Fonds monétaire international accorde aussi une grande importance aux préoccupations environnementales. Donc si le projet perturbe la nature, ils voudront savoir sa gestion. Il y a aussi la question de la transparence gouvernementale. Le Fonds monétaire international doit s'assurer que le gouvernement utilise correctement l'argent et n'agit pas de manière suspecte. Cela peut vraiment irriter certains gouvernements, en particulier ceux qui n'ont pas de plan ou d'objectif précis. Le Fonds monétaire international peut être strict, s'assurant que l'argent est bien utilisé. Pour les gouvernements voulant de l'argent rapide sans vérification, cela peut sembler fastidieux. Mais ce n'est que lors d'un effondrement économique sévère que le Fonds monétaire international et les grandes institutions interviennent concrètement pour aider. Ils disposent des moyens nécessaires pour aider les pays en grande difficulté. Récemment, le Fonds monétaire international a approuvé un versement de 360 millions de dollars au Ghana dans le cadre de son programme Facilité élargie de crédit de 3 milliards de dollars. Ceci vise à aider le Ghana à gérer sa dette et à redresser son économie. Malgré la connaissance des tactiques douteuses de la dette chinoise et des taux d'intérêt élevés, de nombreux pays préfèrent encore les prêts chinois pour ces raisons cruciales. La réalité est que beaucoup de pays voient les avantages immédiats des prêts chinois, de l'argent facile, de grands projets d'infrastructure, mais ce qu'il manque souvent, ce sont les conséquences à long terme. Et il y a une très bonne raison pour laquelle je dis cela. Sur les 54 pays africains, 50 luttent contre une grave dette chinoise. Cette dette donne à la Chine un grand levier, lui permettant de faire ce qu'elle veut dans la région. La Chine, comme le Ghana, contrôle les mines de cuivre et de cobalt en République démocratique du Congo et en Zambie, ressources cruciales pour les industries technologiques mondiales. Ils construisent des lignes de chemin de fer, des ports et des aéroports à travers le continent. Ils resserrent leur emprise si fermement que personne n'ose les défier. Et à cause de cette stratégie de piège de la dette, les activités militaires chinoises en Afrique augmentent également au cours de la dernière décennie, ce qui est une grande alerte rouge pour de nombreux pays développés, en particulier ceux qui sont contre la Chine. Et peut-être à cause de cela, les États-Unis essaient d'augmenter leur commerce et leur implication politique au Ghana et dans d'autres pays africains. Mais pour des pays comme le Ghana, il est temps de déterminer si ces prêts valent les risques. Cependant, seul le temps dira si quelqu'un apprend réellement de ses erreurs ou non,